Ce qui sont les principes d'économie, ce qu'on apprend en tout début, vous donnant une définition différente. Mais disons que l'économie, en tout cas, traite, ou essaye de traiter, à la fois de comment les agents économiques décident de consommer, de produire, d'innover. Et l'économie étudie aussi l'interaction entre différents types d'agents qui sont impliqués dans ces décisions d'échange, de production et d'innovation. Donc là, c'est l'économie, vous voyez, ça c'est la base. Elle étudie également les politiques publiques, c'est-à-dire comment les politiques publiques se coordonnent, s'articulent avec les privés dans ce processus de consommation, de production et d'innovation. Ça c'est grosso modo. Donc l'économie est une chose très compliquée parce que analyser les interactions entre agents économiques, entre des gens qui décident, qui ont des psychologies différentes, qui ont une chose très compliquée. Et elle doit venir à la fois avec des modèles assez simples, parce que sans modèle simple, on peut rien voir de ce qui se passe, parce que tout est un peu dans tout. Donc elle doit faire forcément des hypothèses simplificatrices, ensuite tester des implications des modèles, ou tester certains modèles, et comme ça, on comprend de mieux en mieux. Mais évidemment, la complexité qu'on cherche à expliquer est très grande. Et la différence entre la physique et l'économie, c'est que la physique traite de phénomènes qui se reproduisent sans arrêt, tandis que l'économie traite de phénomènes qui ne se reproduisent jamais exactement. Donc et en même temps, elle doit utiliser des modèles comme la physique et des méthodes d'estimation et confronter les modèles aux données, comme la physique peut le faire. Mais elle traite de phénomènes non reproductibles. Donc ça fait que l'économie est une science très complexe. En 2013, écoutez, je n'ai pas vraiment de... Si ce que je suis optimiste ou pessimiste pour 2013 et la zone euro. Bon, je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne peux pas vous dire on va rebondir, on va pas rebondir. J'entends des différents échos. En tout cas, moi j'aime bien être optimiste dans la vie, parce que je pense que être optimiste, c'est aussi chercher des solutions. C'est ne pas partir perdant. Donc comme je suis très volontariste, je suis optimiste par nature. Mais je ne suis pas d'un optimiste béat, c'est-à-dire que je ne pense pas que les choses vont arriver toutes prêtes, même si on ne fait rien. Je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste. Il y a des raisons d'être pessimiste, évidemment. C'est que le premier semestre 2013, en France, la croissance va être nulle ou négative. Donc pas du tout les 0,8 ou les 1,5 même qui étaient prévus l'an dernier. Donc ça va être très mauvais. Donc l'emploi va se dégrader. Beaucoup de boîtes vont fermer. Donc ça porte au pessimisme, évidemment. Mais je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste. Et des raisons, j'en vois au moins 3 ou 4. La première, c'est qu'au niveau de la zone euro, par rapport à il y a un an, maintenant, on n'est plus à se demander chaque jour si la Grèce va sortir ou pas. Parce que il y a en fait, le président de la Banque Centrale Européenne s'est engagé très fermement à maintenir la zone euro et à tout faire pour maintenir la zone euro telle qu'elle est. Et il a le soutien en fait de Merkel dans cette démarche. Monsieur Draghi a en fait le soutien de Madame Merkel. Donc maintenant, il n'y a plus, comme on voit d'ailleurs, on ne voit plus dans les journaux les gros titres sur est-ce que la zone euro va éclater demain ou pas. Donc c'est déjà un énorme progrès. Ça rassure les investisseurs. Une deuxième raison, c'est que je crois qu'on va éviter je crois qu'on a évité la falaise, on a surmonté quand même la falaise fiscale aux États-Unis. Bon, c'est remis de 2 mois, mais je pense que ni les républicains ni les démocrates ne voudront prendre la responsabilité de plonger le pays dans la récession. Donc je pense que ça, le coût est tellement énorme qu'ils trouveront à chaque fois une solution pour éviter la falaise fiscale, le mur fiscal. Donc ça, c'est également un sujet d'optimisme. D'ailleurs, vous avez vu que les bourses sont reparties hier. Et la troisième raison, c'est que la Chine marche très très bien. On croyait à un ralentissement chinois. En fait, il n'a pas l'air d'être confirmé. Et donc, quand la Chine marche bien, c'est bien pour l'Allemagne qui exporte beaucoup en Chine. Et donc, par ricochet, c'est bon pour les autres dans la zone euro. En tout cas, pour nous. Donc ça, c'est des raisons d'optimisme. J'en vois encore une autre, c'est que en novembre, le gouvernement a décidé de ce pacte de compétitivité. Je crois que ça, c'était un très bon geste en direction des entreprises. Et donc, j'espère que le gouvernement français va continuer dans cette voie et faire les réformes qu'il faut également pour obtenir de Bruxelles que le 3%, vous
savez, le fameux 3% de déficit soit ajusté pour le cycle économique, c'est-à-dire qu'on nous autorise à en faire plus que 3% de déficit en 2013, puisque notre croissance sera très très sensiblement inférieure à notre croissance potentielle. Ça, c'est mes raisons d'être optimiste. Voilà, bon, maintenant, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés, mais je crois qu'il y a des leviers, et j'espère que le gouvernement français sera intelligent pour jouer de ces leviers et en tirer le maximum, au niveau français, au niveau européen. Écoutez, oui. Je crois que le Royaume-Uni peut se débrouiller comme une économie. Alors évidemment, eux, ils tiennent beaucoup au marché commun. Donc c'est pour ça que c'est ça qui les retient de quitter, quoi. Ils ont beaucoup profité du marché unique. Donc c'est ça un peu c'est ça qui les retient en fait au sein de l'Union. Et donc, est-ce qu'ils peuvent fonctionner sans le marché unique? Ils ont fonctionné sans marché unique. À mon avis, ils fonctionneraient au ralenti. Le marché unique a été un extraordinaire stimulant de croissance chez eux. Donc, comment fonctionnerait-il sans le marché unique? Question. Mais effectivement, il y a beaucoup de forces. Alors, c'est toujours ce débat en Angleterre, mais il semble que une majorité de gens, s'il y avait un référendum, seraient en faveur de quitter l'Europe. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'ils jouent toujours cavalier seul. Et leur conception, pour eux, l'Europe, c'est le marché unique et rien d'autre. Ils ont une conception très très minimaliste. Alors, est-ce que c'est suffisant pour qu'ils restent ou pas? Alors que maintenant, bon, davantage de décisions vont être prises de manière intégrée. Bon, ils ne sont pas dans la zone euro, alors est-ce qu'ils peuvent être ne pas être dans la zone euro et quand même ils bloquent beaucoup de choses même sans être dans la zone euro. Donc ça pose problème à eux et à l'Europe. Donc je crois qu'ils peuvent survivre sans être dans l'Union européenne, mais à mon avis au ralenti. À mon avis, leur croissance bénéficie de leur présence. Le marché unique profite à leur croissance. Il y a eu des études, j'ai fait des études avec des Anglais qui montrent en fait le rôle positif sur la croissance et l'innovation du marché, de la mise en place du marché unique. Donc je sais qu'ils auraient intérêt à garder le marché unique. C'était un échec pour le gouvernement. Écoutez, moi, mon sentiment, c'est que l'accord a été très bon. Parce que je pense que la nationalisation, ce n'était pas un cas où la nationalisation s'imposait. Je pense que la nationalisation peut s'imposer dans un cas de faillite ou dans un cas de problème de liquidité. Mais là, il n'y avait pas de problème de liquidité. Et il n'y avait pas de problème de faillite en tant que tel. Donc je pense que, et s'il y avait eu une nationalisation là, alors à ce moment-là, plein d'autres endroits auraient demandé la nationalisation. Et là, on s'engageait dans un cycle qui pouvait être très néfaste à l'investissement étranger direct. Donc je pense qu'ils ont trouvé la bonne solution qui est de dire, écoutez, on fait un accord et vous préservez l'emploi. Et l'emploi a été préservé. Alors est-ce qu'il sera dans les hauts fourneaux, pas dans les hauts fourneaux? Vous savez, il y a des activités, la croissance, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Il y a des emplois qui se créent, des emplois qui se détruisent et les gens changent d'emploi. Mais en tout cas, il y avait un accord pour maintenir l'emploi. Il était mal vendu parce qu'il y a eu il y a eu un peu ce pataquès avec Montebourg, Ayrault et Hollande, qui fait que finalement la communication a été très mauvaise, mais l'accord lui-même, je pense, était très bon. C'était le meilleur accord possible. Il a été très mal vendu, mais l'accord était bon. C'est ça qui m'inquiète d'ailleurs. S'ils arrivent à mal vendre un accord qui est bon, quid si c'était un accord qui n'est pas très bon. Mais l'accord était en lui-même tout à fait acceptable. Écoutez, je crois qu'il y a un problème d'éducation. Je pense que l'économie devrait être une discipline obligatoire. Évidemment, le problème, c'est d'avoir des enseignants qui puissent expliquer l'économie. Mais je pense que de la même façon que les sciences naturelles et la physique sont obligatoires, je pense que l'économie devrait devenir une discipline obligatoire et puis qu'il devrait y avoir plein de programmes sur Internet. Par exemple, ça se fait beaucoup aux États-Unis maintenant, développés par Internet, des programmes éducatifs en économie. Et je pense que ça devrait être très tôt. Et puis je pense aussi que, en Allemagne, très tôt au lycée, on fait des stages en entreprise, donc on apprend l'économie. En France, ça se fait beaucoup plus tard, en général. Donc je crois qu'à la fois, on pourrait introduire l'enseignement de l'économie par Internet ou directement beaucoup plus tôt dans les lycées, et en même temps une interface avec la vie réelle, avec le monde de l'entreprise. Je crois que ça aiderait beaucoup à prendre conscience de ce que c'est que l'économie, au niveau microéconomique et au niveau macroéconomique. Je crois que ce qu'il faut surtout, c'est restructurer le marché du travail. Je crois que les Danois, la combinaison des Danois et des Allemands ont montré la voie. Je crois beaucoup dans une flexibilité, mais une flexibilité qui n'est pas source d'humiliation et de stress pour les employés. Donc en Allemagne, ils ont trouvé une manière
qui est d'impliquer les salariés dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance, et une place très importante pour les syndicats dans toutes les entreprises. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle le système de cogestion. Je crois que ce système permet beaucoup de flexibilité interne aux entreprises. Au Danemark, ils ont introduit ce qu'on appelle la flexi-sécurité, ou sécurisation des parcours professionnels, c'est-à-dire que si vous perdez votre emploi, vous avez une formation automatiquement, vous touchez pendant 4 ans 90% de votre salaire, on vous propose un certain nombre d'offres de travail dans votre domaine, et évidemment, à un moment donné, il faut accepter, sinon les allocations baissent. Mais tout le monde est responsabilisé, parce que les entreprises, si elles abusent du système, elles payent des malus. L'État est responsabilisé parce qu'il doit donner la formation et payer les subventions chômage. Et le travailleur est responsabilisé parce qu'il doit quand même en donner accepter des emplois qu'on lui propose et suivre la formation. Donc je trouve que c'est un bon système, ça. Donc voilà des idées pour rendre le marché du travail plus... Bon, je crois aussi au système éducatif, c'est-à-dire que nous, on a un système éducatif où on spécialise trop vite. À l'université, les gens spécialisent tout de suite. Aux États-Unis ou en Écosse, par exemple, eh bien, la spécialisation est progressive. On spécialise pendant les 3 premières années d'études universitaires, petit à petit. Ce qui fait une sélection par l'orientation et pas par l'échec. Et puis ça fait que les gens sont beaucoup plus flexibles, parce qu'ils ont essayé déjà beaucoup de domaines. Donc ils sont beaucoup plus flexibles sur le marché du travail. Ils peuvent s'adapter plus facilement. Donc je crois qu'il y a à la fois un effort à faire pour repenser le système éducatif. Donc en fait, je pense également aussi au stage en entreprise au niveau du lycée. Donc je reviens à ça. Ça, c'est très important. Et d'avoir aussi et de la spécialisation progressive au niveau de l'université. Et je crois aussi au niveau de l'université, avoir beaucoup plus de passerelles entre les formations professionnelles et les formations générales. Des deux côtés. Ça, je crois que ce serait très important. Et alors ensuite, la flexi-sécurité et la flexibilité interne à l'allemande, telle que j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que tout ça, en Allemagne, ils ont beaucoup fait aussi pour développer le chômage partiel. Donc, je crois que tout ce type de mesures semble avoir montré son efficacité. Je crois qu'il faudra les essayer chez nous. Et moi, je ne veux pas commencer à dire que j'ai changé le monde. Je suis modeste et j'en sais rien, il faut demander aux autres si mes rapports ont apporté quelque chose. Enfin, je crois quand même que, par exemple, j'avais fait le rapport sur l'éducation supérieure avec Eli Cohen en 2001. Je crois que je pense que c'est un rapport qui est souvent cité et qui a servi beaucoup dans la réforme des universités en France, qui est à la fois sous Pécresse et même maintenant, donc, puisque maintenant on continue en fait la réforme précédente, on l'adapte. Il y avait des choses qui n'allaient pas et on l'améliore, mais on continue sur la même lancée. Il n'y a pas eu annulation des réformes précédentes. Donc l'idée de dire que l'éducation supérieure c'est très important pour la croissance dans un pays développé, qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens, je crois que c'est une idée qui est acceptée. Que l'autonomie c'est très important, je crois que c'est une idée acceptée. J'ai eu certaines idées en matière de gouvernance des universités qui je crois sont débattues. Donc là, l'autre chose, c'était le pacte de compétitivité. Le Gallois a un énorme mérite, mais je pense qu'il lui-même reconnaîtra, disons un peu la paternité de reconnaîtra, disons, ce qu'il doit au rapport que nous avions fait, notamment Crise et croissance, une stratégie pour la France, qui est un rapport que nous avions écrit pour le Conseil d'analyse économique en juin 2011, et où déjà nous proposions le pacte de compétitivité, en fait. Proposer déjà ce qu'on appelle une dévaluation fiscale. C'est-à-dire, comme on n'a pas l'outil monétaire pour dévaluer et qu'on a un problème de compétitivité, nous on proposait de transférer une partie des charges patronales sur la CSG, mais c'est ce que Gallois proposait également. Mais en fait, là maintenant, le pacte de compétitivité le fait un peu différemment. Mais l'idée de la dévaluation fiscale, qui est quand même clé dans le rapport Gallois, était déjà dans notre rapport CAE sur crise et croissance en juin 2011. Donc ça, c'est une... Donc déjà, des idées par exemple que nous avons poussées et qui sont reprises par les gouvernements. Non, plus maintenant, parce que je pense que la Banque Centrale Européenne est fermement décidée à défendre la zone euro. Et en même temps, les pays sont prêts à faire les réformes nécessaires, même l'Espagne, et la France aussi. Donc, alors effectivement, la France, elle doit faire des réformes structurelles, elle doit réduire les dépenses publiques. Par exemple, il y a un problème de doublons administratifs. Donc, il y a vous savez, il y a un millefeuille administratif en France. Chaque fois qu'on a créé des nouveaux échelons administratifs, on n'a jamais supprimé des postes de décision aux autres niveaux. Donc, il faut davantage supprimer les doublons administratifs. Il y a une réforme des retraites encore à faire. À mon avis, aller vers la retraite à points, c'est-à-dire chaque individu a disons,
une dotation de points et puis on les utilise plus ou moins selon qu'on part en retraite plus tôt ou plus tard, ou selon qu'on utilise certaines années pour se recycler, etc. Je crois que c'est un bon système. Et puis l'adapter évidemment à la pénibilité du travail. Je crois qu'on peut aller vers un système comme ça, qui soit à la fois juste, mais en même temps qui demande plus d'efforts. Et puis je crois que l'assurance maladie est un domaine où il y a dans certains endroits des économies à faire, d'autres endroits des dépenses supplémentaires à faire. Je pense par exemple qu'on pourrait construire des logements sociaux pour les infirmières à Paris, qu'elles seraient beaucoup plus près des hôpitaux et donc il y aurait plus d'infirmières dans les hôpitaux. Ça, je pense qu'on peut améliorer les choses. Mais par contre, il y a d'autres domaines, comme les médicaments par exemple, on dépense beaucoup trop en France par rapport à d'autres pays qui ont des performances en matière d'espérance de vie tout à fait semblables, par exemple la Suède, à la performance française. Donc je pense qu'on peut, il y a des sources d'économie, voilà, de dépenses, et une réforme de l'État à faire. Hollande a promis qu'il ferait cette réforme de l'État. C'est la seule manière d'ailleurs de rendre crédible une fiscalité qui sera moins confiscatoire que celle de cette année, parce qu'il faut bien se dire, bon là, on était obligé de mettre une grosse gomme, de faire un gros choc fiscal pour tenir l'engagement, enfin, en tout cas se rapprocher de l'engagement des 3% de déficit. Mais à long terme, on peut pas. C'est une fiscalité qui n'est pas soutenable parce qu'elle va décourager les gens d'investir en France. Donc il va falloir remplacer, disons, réduire, que la fiscalité redevienne plus comme celle de, par exemple, qui est en vigueur dans des pays comme la Suède, par exemple. Et pour pouvoir faire ça, il faut à ce moment-là que la réduction de dépenses publiques prenne le relais, en partie. Et donc là, c'est d'où l'importance de faire la réforme de l'État. Voilà. Donc la France n'est pas dans le collimateur, mais la France a un certain nombre de réformes structurelles dans lesquelles elle doit s'engager sans tarder. Maintenant, on en est en bien l'enveloppe. Alors, laquelle je prends? Alors, je prends celle-là. D'accord, allez-y. C'est vrai que ça crée un problème, surtout après la crise des subprimes. Mais en même temps, il ne faut pas empêcher les États d'emprunter auprès de banques privées. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend comment vous libellez le traité. Vous voyez, c'est une question un petit peu... Je veux dire, je pense qu'il faut laisser la possibilité aux États d'emprunter, mais il faut en même temps imposer une discipline sur le réglementer. Et donc je pense que la réglementation bancaire va aider, c'est-à-dire qu'en même temps il faut veiller à ce que les banques, elles, aient des portefeuilles, qu'elles soient capitalisées. Tout peut marcher correctement pour peu que les banques soient correctement capitalisées et correctement régulées. Donc là par exemple l'Union bancaire européenne est un pas dans la bonne direction, puisqu'il y aura une réglementation intégrée des banques européennes. Donc ça c'est une bonne chose. Donc à partir du moment où il y a réglementation et que la réglementation est bonne, il y a Bâle 3 également. Donc si vous voulez, s'il y a des réglementations qui sont adéquates, on peut faire beaucoup de choses. Ce qui n'allait pas, c'était que les banques prêtaient n'importe comment et ne respectaient pas des bonnes règles de réglementation. Je ne crois pas qu'il faut interdire aux États d'emprunter. Mais il faut d'abord que l'État ait des règles même de discipline budgétaire et que du côté des banques, il y ait la réglementation bancaire. Donc s'il y a de la discipline des deux côtés, à mon avis, ça peut fonctionner. C'est les marchés, c'est toujours quelque chose qui fonctionne si on les réglemente. C'est comme le trafic dans la rue. Je veux dire, c'est comme si vous me disiez, comme il y a des accidents, je supprime les voitures. Non, vous mettez des feux rouges, vous mettez des policiers pour régler la circulation, vous mettez des limitations de vitesse, voilà ce que vous faites. Mais vous ne dites pas, je supprime les bagnoles, quoi. Alors, vous pouvez aussi réglementer le nombre de voitures. Je pense que c'est bien aussi en France, à Paris, de rendre plus difficile la circulation des voitures et de remplacer par les transports publics et d'avoir une partie. Mais si vous voulez, vous ne dites pas, je supprime les voitures. C'est la même chose ici. Vous n'avez pas empêché des États d'emprunter à des banques ou à des... Mais vous réglementez à la fois la politique budgétaire des pays et les politiques de prêt des banques. Voilà, ça c'est ma réponse. Ma réponse n'est pas l'interdiction, c'est plutôt la réglementation. Voilà. Merci bien. Merci.